Bonjour à tous et à toutes. La Maison associative de la santé est ravie de vous accueillir pour ce second webinaire, la demi-heure santé, consacré aujourd'hui au thème du diabète et de la nutrition. Et avant de commencer, je me permets un court rappel technique. Vos micros sont coupés et le resteront durant tout le webinaire. Nous vous invitons également à maintenir vos caméras éteintes afin d'économiser la bande passante et garder une bonne qualité d'image et de son, ainsi que pour des questions de droit à l'image, puisque cette visioconférence est enregistrée. À la fin de ce webinaire, nous vous communiquerons par mail le diaporama avec toutes les informations pratiques évoquées. Ce webinaire est un format court, il n'y aura pas de temps dédié aux échanges. Cependant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter la Maison du diabète et de la nutrition, dont les coordonnées apparaîtront sur le diaporama. Qui sommes-nous? La Maison associative de la santé est une union de plus de 60 associations œuvrant dans le champ de la santé et du handicap. Notre rôle est de soutenir et d'accompagner nos associations dans le quotidien et le développement de leurs projets. La Maison associative de la santé porte des projets de santé publique tels que la santé mentale, la prévention du suicide, l'éducation thérapeutique du patient. Nous vous invitons à visiter notre site internet pour en savoir plus. Ce que vous voyez en bas de votre écran à droite. Le lien Internet. Pour aborder donc la question de la thématique de la nutrition et du diabète, nous avons le plaisir d'accueillir Anne-Marie Le Guerrier et Joëlle Van der Straten, coprésidentes de la Maison du diabète et de la nutrition à Rennes. Bonjour mesdames. Bonjour. Et avant de vous donner la parole, on vous propose à vous, derrière votre écran, de participer à un sondage dont voici la première question. Il existe un seul type de diabète, vrai ou faux? Voilà, laisse tout le monde participer. Donc, alors une grosse majorité, vous avez répondu faux. Donc, Anne-Marie Le Guerrier, vous êtes coprésidente de la Maison du diabète, de la nutrition, également médecin diabétologue à la retraite. Nous avons tous un jour entendu dire une personne nous dire « je fais du diabète ». Et pour répondre à cette question, existe-t-il un seul type de diabète? Et pour aller plus loin, être diabétique, ça veut dire quoi au juste? De quel type de diabète parlons-nous? Est-ce que je peux être diabétique sans le savoir? Voilà, je vous laisse la parole. Écoutez, merci. Alors, donc, bonjour à tout le monde. Donc, effectivement, je vais vous parler du diabète. D'abord, une définition. Qu'est-ce que le diabète? C'est un taux de sucre qu'on appelle le glucose, un taux de sucre anormalement élevé dans le sang. C'est donc la glycémie. Et on dit qu'on a un diabète quand on a ce dosage de glycémie qui est supérieur à 1,26 g à jeun à 2 reprises et supérieur à 2 grammes à n'importe quel moment de la journée. Donc là, on a un diabète. Alors, ce diabète, il est lié à un défaut d'insuline. Il faut quand même savoir un petit peu ce que c'est que l'insuline. C'est une hormone qui est fabriquée par une partie du pancréas qu'on appelle les îlots de Langerhans. Et cette hormone, elle sert à faire entrer le glucose dans les cellules pour leur donner de l'énergie. Donc l'insuline a pour objectif aussi de faire diminuer le glucose dans le sang. Donc on dit que c'est une hormone hypoglycémiante. Donc à partir de là, effectivement, il y a plusieurs types de diabète, deux types de diabète primitif. On a donc le diabète de type 1. Le diabète de type 1, on l'appelait autrefois diabète maigre, diabète insulinodépendant, diabète juvénile. Alors pourquoi? Alors pourquoi est-ce qu'on appelle insulinodépendant d'abord? Parce que ce type de diabète n'est traité que par de l'insuline, et de l'insuline qui se fait sous forme d'injection. On l'appelle maigre parce qu'un des signes principaux, des symptômes principaux qui fait penser à ce diabète est l'amaigrissement. Et on l'appelle juvénile parce qu'il survient surtout chez les jeunes, mais on peut quand même devenir diabète de type 1 à n'importe quel âge de la vie. À cet amaigrissement s'associent encore deux symptômes importants qui sont la fatigue et la soif. Quand on a ces symptômes-là, il faut faire un dosage de glycémie. Dans ces cas-là, diabète de type 1, il y a une glycémie élevée et on a également un produit toxique qui apparaît dans les urines qui s'appelle de l'acétone.
Donc le diabète de type 1, comme vous le voyez, c'est le moins fréquent, il atteint 6% des diabétiques. Le diabète de type 2 à l'opposé, vous voyez, les termes sont complètement à l'opposé. On l'appelle diabète gras, non insulino-dépendant, et diabète de la maturité. Alors, diabète gras, c'est parce qu'il survient, j'aime pas du tout ce terme, hein, mais bon, c'est comme ça qu'on l'appelait autrefois. Il survient chez des personnes en surpoids. On l'appelle non insulino-dépendant, car le traitement repose d'abord sur des règles hygiéno-diététiques, puis des médicaments. Et on l'appelle de la maturité parce qu'il survient plus souvent chez des personnes de plus de 50 ans. Mais actuellement, malheureusement, on en voit de plus en plus aussi chez les jeunes en raison de l'obésité qui augmente. Alors, ce diabète de type 2, contrairement à l'autre, il n'a pas de symptômes. Il n'a pas de symptômes, donc il peut être méconnu, d'où le dépistage indispensable. Et ce dépistage, il est fait chez des personnes à risque, c'est-à-dire en surpoids, des femmes qui ont eu des bébés de plus de 4,5 kg, des gens qui ont des diabétiques dans la famille ou ceux qui ont un taux de cholestérol ou une tension artérielle élevée. Donc là, on fait un dépistage par une prise de sang. Donc, 90% des diabétiques. Ça nous fait 96%. Donc, il y en a d'autres. Alors, quels sont les autres diabètes? On a le diabète gestationnel, c'est un diabète qui apparaît pendant la grossesse, normalement qui disparaît après l'accouchement. Mais il faut savoir que 50% de ces femmes deviendront diabétiques un jour, d'où une surveillance nécessaire. Les diabètes génétiques, par exemple la mucoviscidose, que vous connaissez, c'est une maladie que vous connaissez, une maladie pulmonaire. Et enfin, les diabètes secondaires à d'autres maladies, bien sûr des maladies du pancréas comme un cancer ou comme une intervention, des diabètes secondaires à des prises de médicaments comme la cortisone qu'on peut prendre dans des maladies rhumatologiques, ou des diabètes secondaires à des maladies hormonales. Donc voilà un petit peu les différents types de diabète qui existent, voilà, et qui sont différents donc, au niveau des mécanismes également. Et très bien, très, très clair. Moi, j'ai une question là, très spontanée. Est-ce qu'un diabète de type 2 peut évoluer vers un diabète de type 1? Alors non, le diabète de type 2 n'évolue pas vers un diabète de type 1 parce que ce n'est pas du tout le même. Mais par contre, effectivement, au bout de 15 à 20 ans d'évolution, il y a à peu près 50 à 60% des diabétiques de type 2 qui ont besoin d'insuline parce qu'au bout de ce temps-là, eh bien, la quantité d'insuline diminue. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que dans le diabète de type 1, il n'y a plus d'insuline. Dans le diabète de type 2, au début, il y a encore de l'insuline, mais qui n'est pas bien utilisée. Par contre, au bout de 15 à 20 ans, effectivement, on peut avoir de l'insuline, mais ce n'est pas vraiment un type 1. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Madame Le Gardier. Donc, on y voit un peu plus clair, différents types de diabète, comme vous l'avez dit, de diabète de type 1, de type 2, gestationnel. Mais est-ce qu'on en connaît l'origine, les causes? Alors, les causes sont également très différentes selon le type de diabète. Alors, je vais m'attarder simplement sur le diabète primitif, bien sûr. Donc, le diabète de type 1 survient chez des personnes qui sont porteuses de marqueurs génétiques spécifiques. Et à un moment donné de la vie, pénètre dans cet organisme un virus ou un produit toxique, on ne sait pas encore trop, qui progressivement va détruire les cellules du pancréas, les îlots de Langerhans dont je vous parlais, ces cellules qui produisent de l'insuline. Lorsque la quantité d'insuline devient vraiment insuffisante, le diabète apparaît. Alors, cette période qu'on appelle le prédiabète, il n'y a pas de glycémie élevée à ce moment-là. Cette période où les cellules commencent à diminuer en nombre peut durer plusieurs années, mais donc ce qu'on appelle le prédiabète. C'est une période un petit peu particulière. Donc, c'est une maladie, finalement, une maladie auto-immune. Vous voyez qu'il n'y a aucun rapport avec l'alimentation. Ce n'est pas parce qu'on a mangé trop de sucre dans l'enfance qu'on va devenir diabétique de type 1. C'est une maladie auto-immune au même titre que des maladies rhumatologiques ou des maladies pulmonaires. Donc, voilà pour le diabète de type 1. On pense aussi qu'il y a des facteurs environnementaux qui jouent un rôle, notamment avec les produits qu'on utilise actuellement dans l'agriculture, les pesticides et autres, parce qu'on constate malgré tout une augmentation des diabètes de type 1 chez les enfants actuellement. Donc on se demande s'il n'y a pas également une action environnementale. Donc voilà pour le diabète de type 1. Alors le diabète de type 2, c'est complètement différent. Il y a aussi des facteurs génétiques, puisqu'il y a quand même un facteur familial. Il y a des familles où il y a beaucoup de diabétiques de type 2, donc il y a probablement des facteurs génétiques. Mais les grands facteurs, c'est quand même l'alimentation déséquilibrée, la sédentarité, on ne bouge pas assez, on mange mal. Ça ne veut pas dire qu'on mange trop, mais on mange mal. Donc, je crois qu'on en parlera après cette alimentation déséquilibrée. Donc, cela entraîne un surpoids. Donc, ça entraîne un surpoids et vous savez qu'actuellement en France, il y a 15% d'obèses
et 50% de la population qui a un poids supérieur à la normale. Donc ça fait un petit peu peur. Et compte tenu du mode de vie actuel dont on parle, le nombre de diabétiques augmente de façon considérable. Dans le monde, on en avait 460 millions en 2019, on en prévoit 700 millions en 2040, et notamment dans les pays en voie de développement. Parce que j'ai envie de dire, heureusement pour eux, il y a les machines qui viennent, donc il y a moins d'activité physique, et puis il y a les fast-foods qui arrivent aussi chez eux. Donc ils commencent à moins bien manger. Alors, en France, il y a 5,4% de diabétiques, mais plus 1 million qui s'ignorent, des diabétiques de type 2, puisqu'il n'y a pas de symptômes, hein, comme je le disais. Il y en a 1 million qui s'ignorent, pas de symptômes. Donc, il y a encore 20% de diabétiques de type 2 qui sont découverts à l'occasion d'une complication. Ça fait beaucoup. Je vous ai dit 5,4% de diabétiques en moyenne, mais après 75 ans, 20%. 20% parce que physiologiquement, la glycémie augmente avec l'âge. Et donc, il y a beaucoup de diabétiques dans les maisons de retraite. Et la maison de la nutrition et du diabète, justement, organise des formations pour le personnel de ces maisons de retraite, car la prise en charge des diabétiques âgés est particulièrement difficile à gérer. Donc, nous organisons, donc, avec la maison et les professionnels de santé, nous organisons des formations de ce type. Donc, voilà pour les causes, vous voyez, donc totalement différentes selon les deux types de diabète. Oui, merci. Et puis, on comprend bien que là, le diabète, c'est une maladie chronique, donc à vie, qui va se caractériser par un excès, vous l'avez très bien expliqué, d'excès de sucre dans le sang. Et est-ce que nous devons craindre des complications graves pour notre santé si nous ne le prenons pas en charge? Alors, absolument. Donc, moi, je dis toujours, quand je fais une présentation sur le diabète est une maladie chronique, de plus en plus fréquente, souvent silencieuse et potentiellement grave. Alors, potentiellement grave, pourquoi? Parce qu'on a trop de sucre. Le sucre, il va se déposer sur les parois des vaisseaux, sur les parois des nerfs. Et ça peut avoir des conséquences qui peuvent être graves. Alors, ces vaisseaux, d'abord, il peut y avoir l'atteinte des gros vaisseaux. Les gros vaisseaux sont lesquels? C'est le cœur, les coronaires. Donc, ça peut donner des infarctus de myocarde. Alors, il faut dire que cette atteinte des gros vaisseaux peut se voir dans la population générale. Mais c'est beaucoup plus fréquent chez les diabétiques. Les infarctus du myocarde, c'est 4 fois plus fréquent. Les artérites, c'est-à-dire quand les artères des jambes sont atteintes, les artérites, c'est 10 fois plus fréquent chez un diabétique. Et les accidents vasculaires cérébraux, donc l'atteinte des artères cérébrales, c'est 4 fois plus fréquent aussi. Donc, il faut faire attention, ça peut atteindre des gros vaisseaux. Alors, ces atteintes sont aggravées par le poids, toujours pareil, la sédentarité, quand on ne bouge pas assez parce que le sang circule moins bien, le taux de cholestérol élevé, le tabac, bien évidemment. Donc, il est important de les dépister, on en parlera tout à l'heure. L'atteinte des petits vaisseaux, là, par contre, est spécifique des diabétiques. Donc, les petits vaisseaux, on en a dans les reins. Alors, la première anomalie, c'est l'apparition d'albumine dans les urines, mais ça peut aller jusqu'à l'insuffisance rénale et malheureusement la dialyse. 20% des dialysés sont diabétiques. L'atteinte des yeux, mais il n'y a pas de symptômes, il n'y a pas de symptômes du tout. C'est la première cause de cécité chez les jeunes, le diabète. Et le diagnostic se fait par un fond d'œil. Il peut y avoir l'atteinte des nerfs, comme je vous le disais. Donc les nerfs, ça peut, c'est au niveau des pieds. Attention, les pieds des diabétiques sont fragiles. Ça peut faire des trous dans les pieds et des hospitalisations longues, ça s'appelle des maux perforants plantaires. Ça peut donner des troubles sexuels, des troubles digestifs comme des diarrhées, des troubles cardiaques comme des troubles du rythme. Donc tout ça, c'est à cause de l'atteinte des nerfs. Le risque infectieux est plus grand chez le diabétique aussi, d'où l'intérêt de se faire vacciner régulièrement. Infectieux notamment au niveau des dents, et puis des urines, beaucoup d'infections urinaires. Et notons également une cicatrisation plus lente après la chirurgie. Alors, bien sûr, c'est un tableau qui vous paraît pessimiste, bien évidemment, mais ça devrait être évité si le diabétique se surveille régulièrement, notamment ses glycémies qu'il fait régulièrement au bout des doigts, et s'il y a régulièrement un bilan. Donc, tous les ans, il doit faire un bilan annuel régulièrement. Et ce bilan annuel comporte un fond d'œil, un électrocardiogramme, voire une épreuve d'effort qui permet de dépister des infarctus qui sont quelquefois silencieux, qui n'ont pas de douleur. Donc, un bilan dentaire, un examen des pieds, un bilan rénal, un examen des artères, un dosage de cholestérol. Vous voyez tous les ans un bilan de ce type, tous les jours des glycémies capillaires. Et puis bien sûr suivre les conditions, enfin les règles hygiéno-diététiques. Donc voilà, c'est un bilan simple à réaliser, mais absolument indispensable. Merci beaucoup pour la clarté de vos explications, Madame Le Guerrier. Et c'est vrai que nous l'avons compris, le diabète est une maladie grave. Vous avez parlé de risques infectieux, de troubles dans les pieds, de troubles sexuels.
Et voilà, donc nous allons voir maintenant s'il y a des moyens de le prévenir. Et nous vous proposons une seconde fois de participer à un sondage. Selon vous, existe-t-il un moyen de prévenir le diabète? Oui ou non? Voilà, nous vous laissons quelques temps pour répondre. Existe-t-il un moyen de prévenir le diabète? Alors, à la grande majorité, c'est même pas la grande majorité, la majorité, vous avez répondu oui, donc à 100%. Donc, moi, je veux dire qui n'a jamais entendu ou lu ce slogan, ne mangez pas trop gras, trop sucré, trop salé. On voit ça sur nos postes de télévision, dans les publicités. Joël Van der Straten, vous êtes diabétique depuis l'âge de 12 ans, vous êtes formé à l'éducation thérapeutique du patient. Ai-je un moyen d'agir pour éviter le diabète et ses complications? Alors, la réponse n'est pas si simple parce que, comme on vient de vous l'exposer, il y a vraiment deux types de diabète et deux types de mécanismes. Alors, oui, on peut prévenir le diabète, voire retarder son apparition dans le type 2. Par contre, malheureusement, pour le type 1, il n'y a pas moyen de le prévenir. C'est une maladie auto-immune et l'alimentation ou l'activité physique n'y changera rien. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ce soit un diabète de type 1 ou de type 2, les complications sont identiques. Et là, pour retarder l'apparition des complications, les consignes de manger équilibré et de faire une activité physique adaptée sont tout à fait préconisées dans les deux cas de diabète. Alors, on va parler d'alimentation équilibrée. Alors, qu'est-ce qu'une alimentation équilibrée? Tout d'abord, c'est une alimentation où le terme de plaisir de passer à table doit être conservé. Il ne faut pas que les gens se sentent frustrés ou privés. Le fait d'avoir une alimentation équilibrée va non seulement retarder l'apparition d'un diabète ou des complications, mais va lutter contre le surpoids, l'obésité, les maladies cardiovasculaires et même éviter certains types de cancers. Et ce devrait être l'alimentation de tout un chacun, pas seulement pour les diabétiques ou les gens à risque. Une alimentation équilibrée doit être saine et elle doit être variée. L'homme est un omnivore, il doit pouvoir manger de tout. C'est important. Et aussi, manger équilibré, c'est respecter l'équilibre des repas. Les 3 repas, petit déjeuner, déjeuner et dîner, sont indispensables. Enfin, comme vous le disiez, toutes ces consignes sont les consignes du PNNS, Plan National Nutrition Santé, que l'on entend à la radio ou que l'on voit régulièrement sur notre écran de télévision. Manger, bouger, pas trop gras, pas trop salé, pas trop sucré, et 5 fruits et légumes par jour. Donc, on va commencer par les fruits et légumes. Alors, 5 fruits et légumes par jour, c'est un peu ambigu parce que qu'est-ce qu'un fruit? Une fraise, un ananas. Donc, il vaut mieux parler par portion. Et une portion, pour imager un petit peu, c'est l'équivalent, on va dire, d'une balle de tennis ou d'un poing fermé. Par exemple, 2 abricots ou une pomme, c'est une portion. Ces fruits et légumes, ils peuvent être évidemment consommés, alors cuits ou crus. Ils peuvent être frais. Dans ce cas-là, on privilégie les légumes et les fruits de saison. Mais ils peuvent tout aussi être achetés en conserve, surgelés ou en bocal. Alors, les céréales et les féculents, il faut des céréales et féculents à chaque repas.
Pour les céréales, on va privilégier les céréales complètes ou semi-complètes, le pain, le riz, les pâtes, la semoule. Il faut manger des pommes de terre et il faut manger aussi des légumineuses que l'on oublie assez souvent, par exemple des lentilles, des pois chiches. Diminution des graisses et des produits sucrés. Alors les graisses, on va limiter les graisses principalement saturées, la charcuterie, les sauces, certains types de fromages, le lait entier, les viandes grasses. Quant aux produits sucrés, eh bien, on va effectivement limiter aussi tout ce qui est viennoiserie, pâtisserie, et puis bonbons, friandises, Ouais. soda, qui sont Tout ce là. qui fait envie, quoi, tout ce qui fait envie. Voilà, mais bon, on peut quand même se faire plaisir Ouais, d'accord. en éliminant ces produits. Alors, au niveau de la boisson, bah, bien sûr, l'eau en quantité immodérée, éviter les boissons alcoolisées. Alors, tout ça, ce sont des consignes pour lutter contre ce qu'on appelle un peu vulgairement la malbouffe. Hein. Ce ne sont pas des interdictions. Il faut limiter tant que faire se peut. Mais si un jour vous avez envie d'un petit peu de charcuterie ou d'une part de tarte, eh ben, faites-vous plaisir. Il faut tordre le cou aux idées reçues. Diabète n'est pas synonyme de régime. Ça l'a été, mais aujourd'hui, c'est encore très difficile de faire admettre cette idée-là. Que dire encore? Que, évidemment, la femme enceinte, la personne âgée ou le travailleur de force n'auront pas les mêmes besoins, qu'il faudra adapter en fonction de l'appétit, du mode de vie de chacun, et que ce n'est pas des notions récentes, hein, parce que Hippocrate, qui est né en 460 avant Jésus-Christ, avait déjà établi le lien entre une alimentation saine et une bonne santé. Alors, l'activité physique. Comme il faut lutter contre la malbouffe, il faut lutter contre la sédentarité, le temps passé devant écran, mis le temps professionnel, hein, a augmenté pour 80% des adultes de 1h20 durant les dernières années. Et ça, cumulé avec une alimentation déséquilibrée, eh bien, explique l'explosion du nombre de diabétiques. Alors, pour l'activité physique, on préconise au moins 30 minutes par jour d'endurance. Alors, la différence entre le sport et l'activité physique. Tout sport est une activité physique. Par contre, toute activité physique n'est pas un sport. Alors, évidemment, les recommandations, c'est 30 minutes par jour. Mais comme pour la nourriture, il faut savoir adapter. Et ce n'est pas la peine de dire à des gens qui sont, par exemple, déjà avec de gros problèmes de santé, de faire 30 minutes de sport par jour parce qu'ils ne pourront pas le faire. Donc, on tend vers ça. Après, chacun, je dirais, il fait ce qu'il peut. Il vaut mieux prendre des résolutions que l'on va pouvoir tenir que d'emblée baisser les bras. Alors, les sports qui permettent l'endurance, c'est par exemple le vélo, la marche nordique, la piscine, la marche de façon un peu soutenue. L'activité physique, alors ça peut être par exemple faire ses courses près de chez soi, à pied, plutôt que de prendre sa voiture pour aller à l'hypermarché, monter un escalier plutôt que de prendre un ascenseur ou un escalator, s'arrêter à un arrêt avant, quand on prend le bus ou le métro, un arrêt avant son domicile pour finir la route à pied. Voilà. Et enfin, quelques exercices pour lutter contre la sédentarité. Il faut absolument éviter de rester assis trop longtemps. Il faut se lever régulièrement. Et quelques astuces, par exemple, surélever son ordinateur, travailler un petit moment debout,
lever les bras de temps en temps, faire des étirements de façon à détendre son dos, son cou. Voilà, tout ce qui peut être mouvement. Et l'importance, c'est la régularité de cette activité. Merci beaucoup, Madame Van Straten. On a retenu qu'il faut manger équilibré n'est pas synonyme de régime. Moi, je veux dire, on va tous inviter Hippocrate là, à notre table, un jour ou l'autre. Et puis, donc les 30 minutes d'activité physique par jour, voilà, qu'on soit malade ou pas, je pense que voilà, vous l'avez très bien exprimé. C'est quelque chose que l'on doit faire régulièrement. Mais si je veux en savoir plus sur tout ce qu'on s'est dit là depuis le début, sur où puis-je me renseigner? Alors, tout d'abord, en tant que coprésidente de la Maison de la Nutrition et du Diabète, je vais vous dire, eh bien, à la Maison de la Nutrition et du Diabète, dont vous voyez l'adresse, le numéro de téléphone et le site internet apparaître. Alors, je vous conseille très vivement de vous rendre sur notre site internet parce que tout y est vraiment bien expliqué. Et je pense que le temps là qui reste sur ce webinaire est un peu court, donc je ne vais pas pouvoir tout exposer. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à nous appeler ou à aller sur notre site où je crois que vous aurez aussi après notre adresse mail pour échanger avec nous. Je voudrais dire que nous ne sommes pas les seuls à nous préoccuper du diabète sur Rennes. Et je voudrais citer l'Association française des diabétiques. Alors, eux qui gèrent, qui ne parlent que du diabète et pas de prévention, comme nous on fait, mais qui s'occupent principalement de tout ce qui peut être problème juridique par rapport à son travail, par rapport au permis de conduire, enfin, toutes ces choses-là. Et aussi le Club des familles qui, là, s'occupe exclusivement des enfants, des jeunes et voire de très petits enfants atteints de diabète de type 1. Voilà. Ensuite, alors la maison de la nutrition du diabète, nous sommes appelés, ça fait 25 ans que nous existons. Nous nous sommes appelés d'abord Maison du diabète, exclusivement orientée diabète, et depuis 2012, devant justement ce problème d'explosion des cas de diabète de type 2, nous avons décidé de nous orienter aussi vers la prévention, sans bien sûr oublier notre première mission. En chiffres, alors on ne va pas parler de 2020 parce que, comme vous le savez, tout a été perturbé, mais on va parler de nos chiffres de 2019. Nous avons réalisé 347 animations et nous avons touché plus de 10 000 personnes, ce qui est quand même considérable. Alors, nous avons plusieurs missions. Alors, notre public, ce sont essentiellement les jeunes, les personnes âgées et les personnes en situation de vulnérabilité, que ce soit sociale ou financière. Nous faisons des actions de promotion de la santé, principalement orientées vers les jeunes. Et nous essayons là d'avoir des actions avec l'éducation nationale parce que c'est vraiment chez les enfants que le surpoids devient très très problématique et qu'après les mauvaises habitudes sont prises et donc il est très important de s'adresser aux jeunes et également les personnes âgées diabétiques afin qu'elles puissent rester le plus longtemps possible à domicile. En prévention et accompagnement nutritionnel, alors nous avons des ateliers nutritionnels qui se déroulent en 5 séances avec des professionnels de la nutrition, des diététiciens et des éducateurs sportifs. Nous organisons aussi des sorties pédestres, nous tenons des stands et nous sommes sollicités pour des forums, pour des choses comme ça. Donc voilà, la prévention. Et aussi des formations, alors des professionnels et des bénévoles, surtout dans le social et dans les professionnels de santé qui s'occupent des personnes diabétiques, des personnes âgées. Et on peut aussi organiser des formations à la carte selon les besoins. D'accord, merci beaucoup. Et je crois que si on veut
Pardonnez-moi de vous couper, là, je suis aussi gardienne du temps, mais voilà, pour en savoir plus, donc vous avez, l'adresse apparaît sur votre écran, le numéro de téléphone, le site internet. Je voudrais vraiment, merci beaucoup, Madame Anne-Marie Le Guerrier et Madame Joëlle Van-der-Straten par la qualité de vos interventions. Je fais un grand merci à Alicia Gendre, qui est chargée de projet à la Maison associative de la santé, qui m'a assisté tant sur la préparation que durant ce webinaire. Et merci à vous tous derrière votre écran de votre présence. Nous vous souhaitons une bonne journée. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain webinaire. Merci beaucoup. À très bientôt.